Bon alors bonjour, nous voilà de retour pour une séance de la philo qui gratte. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'histoire. Alors il faut bien savoir que l'histoire pour le programme de philo, ça a deux sens. Et normalement on doit l'écrire avec un petit h et avec un grand H. Alors avec un petit h, l'histoire c'est une science humaine, hein, donc qui fait partie d'un groupe de sciences assez particulières, où vous pouvez trouver la philo, la psycho, la socio, le droit, etc. etc. Ce sont les sciences humaines. Et l'autre côté, l'histoire avec un grand H, c'est le passé. Hein. L'histoire de France, c'est le passé de la France, l'histoire de l'Allemagne, c'est le passé de l'Allemagne, l'histoire mondiale, c'est les faits importants du passé de tous les hommes, etc. etc. Alors, vous avez deux problèmes. Un qui concerne l'histoire avec un petit h, l'autre qui concerne l'histoire avec un grand H. Le premier problème de l'histoire avec un petit h, c'est l'objectivité. C'est-à-dire, on va se poser la question, on va déjà réfléchir à comment les historiens travaillent, donc autrement dit, comment on écrit un bouquin d'histoire, et est-ce que l'histoire est une science objective, ou est-ce qu'il y a une part de subjectivité, voire une grande part de subjectivité dans l'histoire. Voilà, c'est vraiment le problème de l'histoire. Avec un petit h. Alors cette science, son objectif c'est quoi? Son objectif, dans l'idéal, c'est d'expliquer et de comprendre le passé humain. Voilà. Alors, bien entendu, pas tous les faits du passé, ça n'a aucun sens, hein, on ne va pas s'intéresser à tout ce qui se passe toutes les minutes, mais bien entendu les faits considérés comme importants, voire comme essentiels. Bon. Expliquer, comprendre, la distinction, elle est proposée par Dilthey. Dilthey conseille de distinguer expliquer, comprendre en disant que on peut expliquer les choses, c'est-à-dire en rendre compte de façon scientifique, hein, en donnant des dates, en donnant des chiffres, en posant des choses indiscutables. Donc par exemple par l'observation, si on se base sur la base de bouquins, sur la base d'archives, sur la base de photographies, de films, bon, il y a toute une dimension explicative où là on est sur des choses, on l'explique de manière causale, voilà, tel effet, ça vient de telle cause, etc. Et puis il y a des choses dans l'histoire qu'on ne peut pas arriver à expliquer. Et là, on va être obligé d'essayer de les comprendre. Alors, la différence, c'est que, par exemple, on va essayer de se mettre dans la tête des gens, en se demandant, mais pourquoi ils ont fait ça, comment ils ont pu en arriver là, etc. Alors, on n'est pas sûr, on interprète en se plaçant à la place des gens. Voilà, ça c'est ça, comprendre. L'idéal, bien entendu, c'est d'expliquer et de comprendre. Bon. Un exemple, hein, on peut expliquer l'arrivée du nazisme dans l'Allemagne du XXe siècle, on peut l'expliquer. En revanche, par exemple, hein, une chose qui va être difficile à expliquer, qu'on va essayer de comprendre, c'est comment les Allemands de l'époque ont-ils pu se laisser embringuer dans cette aventure nazie. Ça, pour certains, on ne peut pas l'expliquer, et il faut essayer d'imaginer des réponses. Bon. Ça, c'est un exemple. Alors, pour expliquer, pour comprendre, bien entendu, l'historien va utiliser énormément de documents, il va utiliser d'ailleurs même des sciences, hein, par exemple l'archéologie, mais le problème de la subjectivité, c'est que l'historien qui écrit l'histoire, cet historien, c'est pas une machine. Hein. Donc là, la question, c'est jusqu'à quel point il peut être objectif, jusqu'à quel point il peut être neutre. Bon. Alors, pendant longtemps, hein, jusqu'au 19e, on a considéré que finalement l'histoire était quand même une science relativement objective, et finalement elle était assez simple, elle consistait à récolter des faits. Bon. Donc avec un minimum de recherche sérieuse, on tombait de manière sur des faits, et on les récoltait, et on écrivait un bouquin d'histoire. C'est l'idée du grand historien allemand qui s'appelait Ranke, R-A-N-K-E. Il disait l'histoire consiste à récolter des faits. Bon. Et puis, on a réfléchi quand même, et on s'est aperçu, avec des exemples très très simples, qu'il y avait quand même une grande part de subjectivité, et que c'était pas aussi simple que ça. Et ceux qui vont vraiment le plus insister là-dessus, c'est ce qu'on appelle la nouvelle école historique anglaise. Alors, les gens les plus connus de ça, c'est Carr, C-A-2-R, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Qu'est-ce que l'histoire, et Collingwood, par exemple. Et le but de ces historiens-là, c'est d'insister sur la subjectivité. Et certains iront même jusqu'à dire qu'il n'existe pas de vérité historique
objective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'historien ne récolte pas les faits, mais que c'est l'historien lui-même qui construit les faits. Autrement dit, il n'y a pas de fait historique intangible qui existerait en soi et qui suffirait de regarder. En réalité, l'historien construit le fait lui-même. Alors, je vous donne un exemple. La Révolution française. Bon, bien entendu, on a l'impression que c'est un fait, voilà, c'est un fait historique. Mais ça veut dire quoi, le fait historique Révolution française? Moi, je sais ce que c'est qu'un fait. Par exemple, voilà, le bureau, c'est un fait. Le bureau, il commence là, il finit là, il a telle hauteur, telle longueur, etc. Ça, tout le monde peut le constater. Mais la Révolution française, c'est pas un fait comme l'est le bureau, parce que quand commence-t-elle? Pour certains, bon, bien entendu pour la doxa c'est 1789, mais pour certains historiens, on pourrait très bien la faire débuter en 1788. À cause des mauvaises récoltes, à cause du comportement du roi, à cause de la hausse du prix du pain, etc. etc. Bon. Quand finit-elle, etc. On peut reposer la question. Bon. Donc vous voyez bien que le fait, il va dépendre de l'interprétation de l'historien. Alors, ça c'est le problème de la subjectivité par rapport à l'histoire. Si on passe maintenant à la deuxième partie du discours, qui concerne l'histoire avec un grand H. Alors là, c'est complètement différent. L'histoire avec un grand H, elle pose la question du sens de l'histoire. Autrement dit, du sens des événements du passé humain. Et cette question-là, elle est très peu posée par les historiens. C'est une question typiquement philosophique. Il y a des philosophes de l'histoire se demandent quel est le sens de l'histoire. Alors, ça veut dire quoi? C'est simple. Chaque historien travaille sur un domaine particulier. L'histoire des ouvriers, l'histoire des révolutions, l'histoire des guerres. Bon. Sur un personnage particulier, Napoléon, Hitler, De Gaulle, bon, peu importe, ou une époque particulière. Il y a des historiens spécialistes du XVIIe, du XVIIIe, etc. Et donc, chacun explique une partie très précise de l'histoire. Mais une fois qu'on lit les historiens, une fois qu'on lit ce qu'ils racontent sur l'Antiquité, sur le Moyen-Âge, sur la Renaissance, sur le XVIIe, sur le siècle des Lumières, on a une vue globale de tout ce qui s'est passé dans l'histoire humaine. Une vue globale du passé humain. Et là, on peut se poser la question, est-ce que tout ça, est-ce que tous ces événements ont un sens? C'est-à-dire, est-ce que tous ces événements ont un but? Est-ce que tous ces événements nous mènent quelque part? Est-ce que tous ces événements ont une signification? Ou bien, est-ce que ces événements se succèdent dans l'histoire sans aucune direction? Alors, pour que ce soit plus clair, bien entendu, il faut que je vous donne les exemples de direction possibles. Alors, vous avez la première direction qui est tout simplement une direction, on va dire, vers le haut. C'est quoi la direction vers le haut? C'est que depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, les choses iraient dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elles iraient de mieux en mieux. Autrement dit, l'humain progresserait. Donc si on regarde globalement ce qui s'est passé depuis l'Antiquité, passant par le Moyen-Âge, la Renaissance, le XVIIe, le XVIIIe, eh bien on verrait petit à petit se dessiner une évolution positive du monde humain. Alors on peut étayer cette thèse en pensant à plein de domaines, bien entendu. On peut dire que, bien entendu, au niveau du confort, au niveau de la rapidité, au niveau de la technologie, au niveau de la santé, etc., les choses vont vers le mieux. Bon, donc c'est une flèche qui va vers le haut. On pourrait, pour prendre le contre-pied total de cette thèse, imaginer une flèche allant vers le bas. C'est la thèse de la régression. On pourrait dire qu'on régresse. Alors pourquoi est-ce qu'on régresse? Parce que par exemple, si on pense au XXe siècle, le dernier siècle, on pourrait dire, mais justement, il est pire que les autres puisqu'il y a eu 2 guerres mondiales. Bon. Ou alors on regarde l'état de la planète au XXe et au XXIe, et on se dit, cet état n'a jamais été aussi grave, donc on régresse à ce niveau-là. Bon. On n'a jamais aussi peu pris attention à la planète. Ou alors, on peut avoir une thèse différente en disant que finalement ça stagne. Finalement l'homme stagne. C'est-à-dire qu'il passe par des phases de progrès, puis par des phases de régression, puis par des phases de progrès, puis par des phases de régression, mais si on regarde ça à distance, ça donne ça. Et donc finalement, c'est l'idée que l'humain reste le même. Il y a eu des hommes très bons, des hommes très mauvais, il y a des hommes très bons, des hommes très mauvais, il y a eu des guerres, il y a encore des guerres, etc. etc. Bon, les choses changent, si vous voulez, mais
elle change pas au fond des choses, c'est une illusion. Hein. Les vêtements changent, ils sont peut-être plus performants, etc. Mais il y avait des vêtements aussi dans l'Antiquité. Bon, il y avait déjà de la technologie dans l'Antiquité, il y a toujours la technologie. Mais dans le fond, l'homme lui-même ne changerait pas vraiment. Hein. Au niveau du bien et du mal, il restera toujours à peu près le même. Bon. Alors, de ces trois thèses, la plus importante, c'est la thèse du progrès. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est la thèse la plus optimiste. C'est-à-dire que voilà, l'histoire a quand même un sens, c'est-à-dire que petit à petit, si on regarde ce qui s'est passé dans les générations qui nous ont succédé, on peut être fier de ce qu'a établi l'humain. Et puis, donc vous savez, ces trois grandes thèses avec cette thèse du progrès. Et puis vous avez une quatrième thèse par rapport au sens de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de sens de l'histoire. C'est par exemple la thèse de Merleau-Ponty au XXe. Oui, mais si vous regardez bien l'ensemble des faits historiques, on ne peut pas prévoir que les choses vont aller vers le mieux, on ne peut pas prévoir que les choses vont aller vers le pire, on ne peut rien prévoir, alors, on va dire certainement parce que l'homme est libre, et donc on imagine que ces actions sont totalement imprévisibles, mais ça revient à dire que finalement, on peut constater du progrès, mais que l'homme peut, pour X raisons, se mettre à régresser juste après, et puis ça stagne, et puis après, tout est possible. On peut retourner à une phase de progrès aussi bien qu'à une phase de régression. Donc ce serait l'idée que l'histoire est absurde, l'histoire n'a aucun sens, rien n'est prévisible. Les hommes peuvent faire le bien puis un jour se remettre à faire le mal, ils peuvent faire des guerres et puis faire des traités de paix et on ne peut rien prévoir. Alors, c'est les quatre réponses en gros à la question du sens. La réponse la plus importante est celle du progrès, et c'est une thèse qui a vraiment émergé au XVIIIe. Hein. Et cette thèse va être complètement remise en question au XXe, puisque le XXe c'est le siècle des deux guerres mondiales. Donc là on va dire mais c'est plus possible de croire dans cette idée du progrès. Mais ce qui est intéressant de se demander c'est pourquoi on s'est mis à croire dans cette idée du progrès. Pourquoi on a eu ce que Cournot appelle cette croyance dans le progrès. Bon, et qu'il n'y a pas de croyance plus forte que la croyance dans le progrès, à part la croyance religieuse. Et pour ça qu'il utilise un parallèle entre les deux. Mais et la réponse, elle est chez deux philosophes qui ont défendu la thèse du progrès, c'est Kant et Hegel. Alors, on pourrait un peu discuter l'utilisation du mot progrès, en tout cas chez Kant, mais on va simplifier en disant que les deux considèrent que les choses progressent. Et ce que dit Hegel, c'est que, oui, effectivement, si on regarde l'ensemble des faits du passé humain, on peut avoir l'impression que l'histoire est absurde. On peut avoir l'impression d'un chaos. Hein. On a des immenses empires qui se développent, et puis ils s'effondrent. On a des périodes de paix, puis des guerres atroces. On a l'ONU, et puis on a le terrorisme. Bon, enfin, voilà, on pourrait considérer effectivement que c'est chaotique. Mais Hegel nous dit, il faut regarder précisément comment l'histoire évolue. Et on va se défaire de cette illusion. Eh bien, si on regarde précisément comment les choses évoluent, on peut vraiment constater du progrès. Pour Hegel, il y a une chose évidente, c'est que si on compare l'Antiquité à son époque, c'est-à-dire au 19e, on constate quoi ? On constate que dans l'Antiquité, presque tout le monde était esclave, et qu'au 19e, presque tout le monde est libre. Voilà. Donc au niveau de la liberté, dit Hegel, on a un progrès, l'évolution positive, un progrès qui est indéniable. Et donc ça donne du sens à l'histoire. Et ça nous rassure sur le sens de l'histoire. Et Kant, lui, considère la même chose, il dit, effectivement, si on regarde les choses très rapidement, on peut avoir l'impression que c'est un chaos. En revanche, il y a une évolution qui lui semble évidente, c'est l'évolution du droit. Bon, pensez bien entendu à la constitution de l'ONU, pensez aux droits de l'homme, et pensez aussi à l'évolution des droits de la femme, et actuellement, on est en plein nord, à l'évolution des droits des animaux, qui au moins est mis en question. Bon. Donc il est évident qu'au niveau du droit, il y a eu des progrès. Bon. Et je pense que Kant est obsédé par la question du sens. Donc lui, il dit un peu la même chose que Hegel. Il dit que voilà, il faut absolument se battre pour défendre l'idée d'un sens, parce que sinon quoi ? Sinon, la succession des générations qui nous ont succédé est absurde. Donc, à la fin, ça pose la question de mon rôle et du sens de mon existence aujourd'hui. Donc c'est une question existentielle, la question du sens de l'histoire. Si finalement, tous les gens qui sont succédés avant moi ont agi
par hasard, en agissant, donner de sens aux choses, ben finalement, ce que je fais là, c'est la même chose, c'est-à-dire que je vis ma vie, mais ça ne participe à aucun sens général. Bon. Et c'est une vision qui peut être très pessimiste de la nature humaine. Donc, vous voyez comment on a cette question du sens, qui est une question vraiment existentielle, hein, et extrêmement importante. Mais je vous dis, c'est la thèse de Kant, c'est 18e, la thèse de Hegel, c'est 19e, et il va être assez difficile de la défendre encore au 20e, à cause notamment des deux guerres mondiales, à cause des dictatures et à cause des massacres effroyables. Pensez au goulag en URSS, pensez à Pol Pot au Cambodge, pensez à Mao, etc., etc. Donc il va être extrêmement dur de dire qu'on progresse encore. Mais surtout, il me semble que la thèse du progrès, elle la chope sur quelque chose, c'est que parler du progrès humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on choisit des domaines, hein, et on se dit, bah voilà, regardez, les choses vont mieux. Alors bien entendu, au niveau de la médecine, les choses vont mieux. Au niveau de la natalité infantile, les choses vont mieux. Au niveau de la santé, globalement, les choses vont mieux, etc. Mais supposons que vous fassiez la liste des choses qui vous semblent évidentes au niveau du progrès et que vous tombiez sur 15, 20 choses. Moi je dis d'accord. Mais ce qui va gratter, c'est que même si vous en avez 20 ou 25, moi ce qui m'intéresse, c'est un critère du progrès. Et moi je vous demande, ok, mais à propos de ce critère-là, est-ce qu'il y a vraiment eu progrès? C'est quoi ce critère? C'est le critère moral. C'est-à-dire, est-ce que, en dépit du fait que les hommes vont plus vite, du fait que les hommes vivent mieux, du fait que les hommes se déplacent à des vitesses incroyables, en dépit des communications qui n'ont jamais été aussi faciles pour le bout du monde, en dépit des voyages dans l'espace, en dépit de tout ce que vous voulez, est-ce que les hommes sont devenus meilleurs? Voilà, c'est ça le critère moral, c'est le critère du bien. Bon. Est-ce que les hommes se sont améliorés au fond d'eux-mêmes? Voilà. Et je pense que tant que la réponse à cette question-là, tant que la réponse qui concerne ce critère-là ne sera pas donnée de façon évidente, on pourra dire oui, vraiment, il y a eu un progrès au niveau moral, il sera très très difficile de parler du progrès humain. Hein. Si je vais plus vite et si je vais plus confortablement pour faire autant de mal qu'avant, voire plus, à quoi ça sert? Alors voilà, je suis désolé de vous quitter sur une question qui normalement devrait gratter, mais je vous laisse méditer sur cette question. À la prochaine fois.